Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Fayum, un jeu de Friedemann Friese qui est édité chez 2F Games. 2F, c'est Friedemann Friese, sont les 2 F de l'auteur, qui édite depuis des années en fait tous ses jeux chez lui. C'est un auteur très connu vu qu'il a fait Megawatt, qui est sans doute sa plus grande réalisation aujourd'hui, et qui nous propose ici un jeu un petit peu dans le style habituel, où l'on retrouve sa touche verte sur l'ensemble du jeu et évidemment sur les petits crocodiles qui nous sont présentés ici, mais un petit peu moins vert que ce qu'on a déjà connu. Par contre, un style un petit peu ancien par rapport au jeu moderne, et c'est peut-être la première critique que l'on lui fera pour ceux qui n'aiment pas les dessins. Mais il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça parce que tout le plaisir du jeu est ailleurs, bien sûr, en dehors du graphisme. Alors on a un jeu qui se situe dans l'ancienne Égypte, où la zone de Fayum qui se trouve ici, donc on a le Nil qui est ici, il y a un canal qui rejoint une mer intérieure salée, qui était une mer qui était formée par les crues habituelles du Nil. Et on a un barrage qui a été formé ici, qui permet de réguler le flux de va-et-vient de l'eau, donc la montée en cas de crue et la descente en cas de sécheresse, qui permet de réguler ainsi les afflux du Nil, mais surtout de pouvoir traiter un petit peu toute cette zone ici, qui est une zone marécageuse, dans laquelle il y a énormément de crocodiles. Il y a des zones de montagne ici, où on va pouvoir récolter de la pierre. Les zones marécageuses, on va pouvoir récolter du raisin ou du blé, et on a une première colonie qui a été placée ici sur laquelle on va pouvoir se développer. Des zones de création historique telles que un colosse, une obélisque ou 2 pyramides qui sont propices au développement, et puis on va ainsi aller cultiver, récolter, chasser les crocodiles et développer toute la zone au fur et à mesure pour faire plaisir à Pharaon. On va donc faire plaisir à Pharaon, ce qui veut dire que tout ce qu'on va construire ici n'appartiendra pas à un joueur. D'ailleurs, le joueur n'a pas de symbole qui lui sont propres, si ce n'est le token ici pour compter les points de victoire. Sinon, il a une série de cartes. Tout le monde a les mêmes types de cartes en main. Simplement, le verso est adapté au niveau de chaque joueur pour savoir à la mise en place initiale ce qu'il faut prendre de base. Et on va jouer ces cartes-ci afin de faire des actions qui sont indiquées dessus. Le jeu en lui-même est très simple parce qu'à votre tour de jeu, vous avez le choix entre 3 types d'actions. La première, c'est d'aller acheter quelque chose sur le marché. Et le marché a ici 4 cartes qui sont accessibles. Ces cartes-là ont un coût qui est indiqué en dessous, avec éventuellement une réduction sur le coût s'il y a un marqueur qui est placé ici au-dessus. En début de jeu, les 4 cartes de base sont mises avec une réduction. Le marché ici est très intéressant et important, c'est-à-dire qu'on va avoir sur chaque carte un numéro qui est indiqué ici au-dessus, et on va, lors de la mise en place, tirer 12 cartes. On va trier ça en 3 paquets de 4, c'est-à-dire les 4 plus petites qui vont être ici, dans l'ordre du plus petit au plus grand. Les 4 suivantes, c'est le marché futur ou potentiel qui va se placer ici. On a par exemple pour le tirage de base 2, 4, 6, 8, pur hasard les 4 plus petites cartes du jeu. Et après on a le 30, 36, 50, 58 qui sont présents. Alors les 4 plus petites cartes du jeu, alors que c'est 2, 4, 6, 8, il faut savoir que les cartes ont toutes des numéros pairs. Pourquoi? Parce qu'ils ont prévu pour le futur éventuellement de pouvoir intercaler des numéros impairs pour mettre une valeur de progression au niveau des cartes. Ce qui est très intéressant, c'est que les cartes sont placées dans un ordre du plus petit au plus grand, un petit peu comme dans Megawatt, où on a cette rivière d'accessibilité qui fait qu'au début du jeu, on ne peut pas avoir directement une carte trop forte. Enfin, on ne peut pas avoir, tout dépend. Si effectivement on tire que des cartes entre 30 et 100 dans le premier tirage de mise en place, eh bien vous aurez dès le départ des cartes à 30. Donc ça va vraiment varier d'une partie à l'autre. Les 4 dernières cartes qui sont les cartes avec le numéro le plus grand vont être placées alors dans un tas annexe où on va retrouver les cartes de fin. Les cartes de fin, c'est 4 cartes spécifiques qui sont des cartes de calamité. Et on a des cartes plus fortes de fin de jeu, sur les cartes qui sont aux alentours du 120, qui doivent absolument arriver à la fin du jeu parce qu'en arrivant trop tôt, elles feraient trop de points de victoire aux joueurs qui la prendraient. Et donc mes 4 cartes, ce sont les 4 cartes bleues ici, que j'ai défaussées ou que j'ai plutôt rangées dans le paquet de fin, eh bien elles sont connues de tous les joueurs. Et quand vous connaîtrez le jeu, ce sera intéressant de savoir quelles sont les cartes que l'on n'a pas directement dans le jeu, qu'on ne peut pas espérer, parce que certaines cartes sont vraiment très intéressantes et sont attendues par les joueurs, ou en tout cas changent la donne au niveau du développement. Mais ça, vous ne le saurez qu'avec l'expérience. Donc pour l'instant, 4 cartes, les plus grandes des 12 tirées, vont être mélangées avec les cartes de fin et se retrouver dans un pot annexe. C'est-à-dire qu'on aura ces cartes-ci, que quand on aura terminé la pile principale, et ça, tout le monde le sait, et donc on va arriver ici sur une fin de jeu qui sera possible. 3 types d'actions donc. La première,
acheter quelque chose ici. La carte, on la paye avec les ressources que l'on a ici. Elle va directement dans sa main, elle augmente sa main. Quand une carte est achetée, eh bien, elle est prise, mise dans la main. On retire ce marqueur-là parce qu'il n'a plus de raison d'être ici. On va repiocher une nouvelle carte et immédiatement, on va réagencer la rivière. Donc ici, j'ai tiré le 28 qui va se mettre là-bas. Le marqueur ira ici quand il aura besoin, mais en tout cas, on ne va pas le mettre tout de suite. Si je vais tirer au-dessus du 30, eh bien c'est le 30 qui redescendait et on plaçait la nouvelle carte au-dessus. Donc systématiquement, c'est une notion de rivière qui bouge. Deuxième type d'action, ça va être de jouer une carte de sa main. Ces cartes, elles vont être jouées l'une après l'autre. À chaque tour, on va pouvoir en jouer une. Elles sont avec une action qui est souvent demandée, donc à faire. Ici, ça va être de placer un personnage quelque part et on va récolter quelque chose. C'est mis dans la cartouche verte. Quand il y a une cartouche rouge, ça veut dire qu'il y a une condition en plus à faire, un paiement à faire pour avoir le bonus. Et donc on va jouer les cartes au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter là et de récupérer les cartes de sa main. Le troisième type d'action, ça va être donc de récupérer des cartes pour sa main. Ce n'est pas un jeu comme Dominion où on va systématiquement récupérer toutes ses défausses. Non, on va choisir le nombre de cartes que l'on va récupérer de sa défausse soi-même. Alors, la première chose, quand on récupère ces cartes, on va regarder le nombre de cartes qu'il reste en main. Ici, il me reste une carte en main. Eh bien, je vais toucher 3 sous moins le nombre de cartes dans ma main. Ici, une carte, donc je ne vais récupérer que 2 sous. La deuxième chose, je vais pouvoir récupérer des personnages, des gens qui travaillent pour Pharaon, qui auraient été placés sur le jeu. Donc j'en mets 2 juste pour le principe. Je peux en récupérer jusqu'à 2, donc 0, 1 ou 2. Et chaque bonhomme que je récupère, que j'enlève du jeu, me permet de récupérer encore 1 sou. Donc j'en ai retiré 2, je retouche 2 sous. Je me retrouve donc avec un petit peu plus d'argent. Et puis je vais pouvoir récupérer les cartes de ma défausse. Je les récupère dans l'ordre inverse de leur pose. Donc je vais commencer par celles qui sont en haut du paquet. Et je peux en récupérer combien? Je peux récupérer 3. 1, 2, 3. Si je veux en récupérer plus que 3, je dois payer. Chaque carte que je récupère en plus, je paye 1 sou supplémentaire. Maintenant, je n'ai peut-être pas intérêt à tout reprendre parce qu'il y a des cartes qui seront moins fortes dans le cours du jeu et quelque part, elles vont polluer ma main parce que si je veux faire tourner mon jeu plus rapidement en disant tiens, ces 3 cartes-là, elles sont très fortes et je veux jouer ces 3 cartes-là et puis les récupérer et jouer ces 3 cartes-là, s'il me reste 3 cartes en main en plus, eh bien, je ne récupère pas d'argent sur mes cartes en main. C'est toujours plus intéressant de récupérer ces cartes quand on a une main vide vu qu'on récupère 3 sous. Vu qu'on a 3 moins le nombre de cartes en main lors de la récupération. Quand la récupération est faite dans sa main, on va faire tourner le marché. À 3 joueurs, on va avoir 2 cartes qui vont disparaître. Les 2 cartes qui vont disparaître sont les 2 cartes à plus faible valeur qui ont encore un marqueur de réduction dessus. Autrement dit, ici, ce seraient ces 2 cartes-ci qui partiraient. Mais, si ici, la carte avait été remplacée par une autre et que ce soit une carte nouvelle, que donc il n'y ait plus que 2 cartes avec une valeur négative, eh bien ce seraient ces 2 cartes-ci qui partiraient. D'abord les plus petites avec un moins dessus. Et imaginons qu'on ait quelque chose comme ceci. Il n'y a qu'une seule carte avec un moins, donc celle-là va partir en premier. Et puis dans celle qui reste, c'est la plus petite valeur, ce serait celle-ci qui partirait. Une fois que les cartes ont été enlevées, imaginons effectivement qu'on enlève ces 2 cartes-ci, on va mettre un incitant sur les cartes qui restaient. Et on va retirer 2 nouvelles cartes sur le marché, la 14 ici et la 64. Donc hop, on réorganise, voilà la 30 qui descend et la 64, elle se met ici tout au-dessus. C'est donc jamais une assurance quand on fait tourner les cartes que la carte qui se trouve ici va revenir systématiquement dans le marché. Si on tire des cartes plus petites, eh bien elle va peut-être rester là-bas. Par contre, c'est intéressant de savoir que ce sera une des prochaines qui arrivera. Et donc, ça permet de préparer un petit peu certains coups, ou en tout cas avoir les ressources nécessaires pour l'acheter, vu que la première carte qui arrive ici coûte quand même 7. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se le payer. Et donc, on laisse les marqueurs ici pour les prochaines cartes qui arriveront. Le jeu en soi est donc excessivement simple. 3 options. Acheter dans le marché, récupérer sa main ou jouer une carte. Maintenant, voyons un petit peu dans le détail les cartes de base qu'on a ici. Alors, il y en a presque 60 à expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les cartes, simplement les grandes lignes pour que vous voyez les cartes en tant que telles. Les premières choses de base, c'est le fermier. Le fermier dit donc, on va placer un bonhomme à côté d'un bonhomme existant. Alors, s'il n'y a aucun homme déjà présent sur le plateau, je vais pouvoir le placer où je veux. On ne place jamais dans le jeu
2 bonhommes sur la même case et il y a ensuite des restrictions au niveau des crocodiles. Alors les crocodiles, c'est quelque chose qui gêne un petit peu les constructions futures, donc on va devoir les chasser. Ceux qui peuvent les chasser, ce sont des personnages qui vont arriver quelque part et qui ont sur leur carte une petite icône de crocodile. On va retrouver cette icône-là sur certaines cartes qui vous disent, bien cette carte-ci peut être utilisée pour chasser un crocodile. S'il n'y a aucun homme déjà présent sur la carte, eh bien je me place où je veux. Par contre, le prochain joueur qui ira jouer va devoir se placer systématiquement à côté, sur une case adjacente au premier fermier existant. Je ne peux jamais aller récolter là-bas où il y aura dans le jeu une construction, c'est-à-dire que ce soit une route ou même une colonie. Donc ici, eh bien, je vais me mettre peut-être ici en plein milieu. Je vais chasser le crocodile qui part et chaque crocodile qui est chassé vaut 1 point de victoire au joueur qui l'a fait. Enfin, je vais gagner une ressource du style de l'endroit où j'ai été me placer. Donc ici, j'ai été me placer sur le raisin, je récupère donc un raisin pour moi. Le joueur suivant qui irait éventuellement faire la même chose, irait faire le fermier, et bien devrait donc se placer tout autour ici du joueur tel qu'il l'avait placé. Si maintenant, à un moment ou à un autre, la construction est impossible, parce qu'il y aurait des routes tout autour du seul personnage possible, or on ne peut pas aller récolter là-bas où il y a une route ou un autre bâtiment, eh bien je serai à nouveau libre de me placer n'importe où d'autre dans le jeu. Alors attention, ici, ces 2 cases-ci ne sont pas adjacentes, le canal fait un blocage au niveau des parties adjacentes, donc ces 2 cases ainsi ne seraient jamais adjacentes. Par contre, ces 2-ci le sont, vu qu'il y a le barrage qui permet de les relier. Et donc mon personnage ici n'aurait le choix que de se mettre tout autour pour aller chasser un crocodile et gagner un point de victoire. Dans sa main, on a ainsi 3 fermiers. Donc on peut le faire 3 fois potentiellement. On va en mettre un 3e. Ici, de la pierre. Celui-là aurait récupéré du raisin. La carte suivante, c'est le fait de faire une nouvelle colonie. Une nouvelle colonie nécessite de payer un blé, un raisin et une pierre. Pour l'instant, difficile pour moi de le faire. Imaginons qu'effectivement, j'avais récolté en jouant mieux que ça. Et donc je paye les 3 ressources demandées. Et ça me permet d'aller placer une colonie. Cette colonie-là, je la place où je veux. Dans une case libre de tout crocodile. Donc je ne peux pas la mettre comme ceci. Je peux la mettre là-bas où il y a un bonhomme qui a libéré des crocodiles. Ça veut dire que la zone ne sera plus fertile, ne sera plus cultivable. Je peux la mettre sur une case complètement vide. Ce que je ne peux pas faire, c'est la mettre adjacente à une autre colonie. Donc je ne peux pas la mettre, pour peu qu'il n'y avait plus de crocodiles ici, je n'aurais pas pu la mettre comme ceci. À part cela, donc je vais la mettre dans une case vide, disponible, par exemple comme ceci. Ça me rapporte 3 points de victoire et 3 sous. La route nécessite de payer 2 ressources pour placer donc 2 routes. C'est pas j'en place une, j'en place 2, non, j'en place 2. Je vais payer absolument 2 ressources et je vais gagner 3 points de victoire. Les ressources que je vais payer pour une route sont associées à l'endroit où je vais les mettre. C'est une construction, donc comme toutes les constructions, elles ne peuvent pas être placées là-bas où il y a déjà des crocodiles. On doit absolument aller là-bas où il n'y a personne, où il n'y a aucune construction précédemment. Je vais ainsi payer la ressource qui est indiquée sur une des 2 cases où je place ma route. Autrement dit, ici, je n'ai pas le choix, ce serait de la pierre. Mais si par exemple je mettais ma route comme ceci, j'aurais le choix entre payer du raisin ou de la pierre. Mais il y a un autre intérêt, c'est de faire rejoindre des bâtiments ou sites de construction qui n'étaient pas encore rejoints, qui n'étaient pas encore reliés avec une route. Comme par exemple ceci. Eh bien alors je gagne un bonus de 1 point de victoire par site qui est relié pour la première fois. Ce qui voudrait dire que si un autre joueur ou moi-même plus tard dans le jeu faisait une liaison comme ceci, il n'aurait ici qu'un point de victoire, vu que celui-là n'était pas encore relié, mais celui-là l'était déjà. Donc un seul point de victoire pour le joueur qui fait ceci, 2 points de victoire pour le premier joueur qui relie ces 2 zones-là. Ce qui veut dire que quand je place ma colonie au départ, si j'ai pas envie que ce soit un autre joueur qui aille faire la route avant moi, eh bien je vais peut-être la mettre à une distance qui l'empêche avec 2 routes d'arriver directement à faire une liaison et donc de me marquer simplement et rapidement des points de victoire. Mais revenons à ceci. Il y a une dernière règle au niveau des routes, c'est que l'on ne peut pas créer des embranchements à moins que ce soit sur un site spécifique de construction ou une colonie. Donc je peux très bien partir comme ceci et avoir 3 chemins qui partent de la même case parce qu'il y a une colonie, mais par contre, je ne pourrais pas faire un embranchement ici
parce qu'il y aurait par exemple une colonie qui serait présente ici, j'aurais envie de la rejoindre en faisant simplement ça, eh bien non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir d'embranchement en dehors de la colonie, donc j'aurais dû par exemple faire ceci pour la relier et rajouter cette zone-là à mon réseau routier. N'oubliez pas, dès qu'une zone a été construite, que ce soit avec une colonie ou avec une route, on ne peut plus aller faire des récoltes sur cet endroit-là, donc on ne peut plus venir ici pour aller récolter de la pierre. On doit alors aller sur une case qui est vide de toute autre construction. Alors au niveau des types de ressources, il y en a 3 de base, que sont effectivement le blé, le raisin et la pierre, mais il y en a 2 autres spécifiques que sont les roses et les poissons. Les 2 sont sur des cartes que l'on va récupérer éventuellement dans le jeu et qui auront un intérêt pour certaines autres cartes, peut-être un petit peu plus rares au niveau du jeu. Mais là-bas où les poissons sont effectivement très peu utilisés parce qu'ils n'ont pas dans les cartes de base fournies par Friedman Freeze un grand retour, une grande présence spécifique, on va avoir les roses qui, elles, servent de joker et donc beaucoup plus utilisées. Et j'ai par exemple ici une carte qui me dit que je peux placer un homme n'importe où le long du canal. Il y a un petit crocodile, hop, ici par exemple. Je le récupère, je fais un point de victoire, je récupère un crocodile pour aller toucher une rose. Cette rose, c'est un joker, donc je pourrais l'utiliser pour n'importe quel autre type de ressource au fur et à mesure du jeu. J'ai fait tourner. Quand je n'ai plus de cartes en main, je n'ai pas d'autre choix évidemment que de les récupérer et donc de dire je n'ai plus de cartes, je touche 3 sous. Je peux retirer 2 hommes sur le jeu, je pourrais très bien retirer ces 2 hommes là. Je touche 2 sous. Je vais récupérer 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, je voudrais peut-être bien récupérer un fermier aussi. Je paye 1 sou. Est-ce que je prends un deuxième fermier? Oui, non. Eh bien, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu par rapport à ma main que je veux prendre, que je vais faire tourner et tout ce qui va avec. Je dois donc faire tourner ici. Hop, les 2 moins, on va les placer là-bas. Et on va en retourner 2. On en retire 2 quand on joue à 2 joueurs ou à 3 joueurs. Quand on joue à 4 joueurs ou à 5 joueurs, on ne retire qu'une seule carte au niveau de mon plateau de jeu. Petite précision évidemment, vu que j'ai fait un montage à 3 joueurs, je retire 2 cartes. À 4 ou 5 joueurs, on n'en retire qu'une seule et on fait tourner. Ces cartes-là sont défaussées, on en pioche 2. La 34 qui va arriver ici et la 44, la 34 et la 44. Et le jeu continue. Le jeu va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive dans le dernier paquet, c'est-à-dire qu'on aura épuisé la pioche et qu'on va commencer à tirer les dernières cartes. Donc évidemment, ce sont des cartes or qui vont arriver tout doucement. Et puis petit à petit, on va avoir les cartes les plus grandes qui vont être la tempête, le tremblement de terre, la sécheresse et la canicule qui vont arriver ici. Et ces 4 dernières cartes, quand elles seront posées toutes les 4 et donc ici, elles ne sont pas achetables, elles n'ont pas un pouvoir en tant que tel. Ce qui va avoir comme impact, c'est qu'elles vont forcer la fin du jeu dans le sens où on ne pourra plus récupérer les cartes de sa main. Dès que la 4e carte arrive, on ne peut plus récupérer les cartes de sa main, on ne peut plus faire que acheter des cartes existantes et jouer tout ce qu'on a en main. Ce qui veut dire que dans les derniers tours, quand on sent que la fin arrive, il y a tout intérêt à récupérer un maximum de cartes dans sa main pour faire plein d'actions sur la dernière partie du jeu qui va être la défausse complète de sa main, tout en ayant assez d'argent pour pouvoir acheter les dernières cartes qui sont évidemment très puissantes qui vont arriver en fin de jeu. Toute une gestion assez complexe, on peut se faire complètement avoir dans sa partie si on a mal géré la fin de jeu ou qu'on a misé sur le fait qu'une carte arriverait peut-être plus tard. Potentiellement, vu que j'en ai 12, ça pourrait être les 4 premières des 12 dernières cartes. Souvent, elles sont évidemment réparties si tout va bien, mais elles peuvent arriver dans les 8 premières, c'est très possible. Et un joueur qui peut se faire avoir, surtout à 4 ou 5 joueurs, en n'ayant pas récupéré ses cartes en main assez tôt, va évidemment le payer très cher. Surtout que quand on récupère les cartes en main, ça fait tourner et ça accélère effectivement l'arrivée des cartes encore plus vite que le fait de les acheter. 2 petites dernières choses qui sont symbolisées par une petite carte ici, c'est qu'il est possible de remplacer une ressource qui serait manquante dans un paiement par 3 sous. Donc une ressource peut être remplacée par 3 sous, ce qui ne veut pas dire qu'on peut donner une ressource pour avoir 3 sous, ça ne marche que dans l'autre sens. Il y a la possibilité, si vous le désirez, de ne pas jouer l'action de votre carte, de la défausser parce que vous ne pouvez pas la faire simplement pour toucher 2 sous. Logiquement, c'est un très mauvais coup, mais ça reste une possibilité. Par contre, payer 3 sous pour avoir une ressource manquante, c'est très utile et ça on l'oublie vraiment beaucoup. Maintenant, voyons un petit peu les cartes que l'on pourrait retrouver, quel type d'action on pourrait faire dans le jeu. Bon, je passe rapidement en revue. On a le fait de pouvoir placer un ouvrier sur une
colonie pour avoir 2 ressources. On a déjà le fermier supplémentaire va aller à côté et à la place d'avoir un seul, on va avoir 2 ressources indiquées. On a l'ermite qui va quelque part où il n'y a personne tout autour et qui peut éventuellement chasser des crocodiles. Donc aucune construction, aucune personne, un point de victoire ici. Pour avoir 2 points de victoire sans autre forme de procès, on a le fait de toucher 5 sous. Et puis voilà, on va arriver sur d'autres types d'actions. On peut se placer quelque part, payer de l'argent pour avoir plus ou moins de ressources. On se place sur un bonhomme. Ici, c'est un voleur. On va pouvoir récupérer une des cartes du marché en la mettant directement dans sa défausse. Puis voilà, on a des cartes plus intéressantes ici qui vont me permettre de faire alors une construction nouvelle sur les entrepôts. Alors eux, leur règle, c'est qu'il faut être placé sur une couleur bien spécifique. Il y a des ressources à payer, ici du raisin et de la pierre, et l'endroit doit être relié avec une route. Donc, imaginons un truc comme ceci. Il y a une route qui passe par là. Eh bien, je pourrais construire ici. Ça, c'est un bâtiment, c'est pas comme une colonie ou un lieu de construction. Il ne récupère pas des points de victoire si jamais il se place au niveau d'une route. Par exemple, si plus tard quelqu'un faisait une colonie ici, directement quand elle est construite, comme il y a une route qu'elle est reliée, il aurait un point de victoire supplémentaire pour le faire. Mais par contre, ainsi ce bâtiment-là me permet à la construction d'avoir 3 points de victoire et 3 fois la ressource construite ici, à savoir le blé. Une carte qui me permet d'aller récupérer dans ma défausse ou prendre des ressources ou prendre de l'or, de placer un homme à côté de quelqu'un d'autre, donc placer un meeple à côté d'un meeple existant le long du canal ou le long de la mer pour avoir 3 poissons. Il y a un petit symbole de crocodile, je peux donc le placer ici, récupérer un point de victoire supplémentaire et donc j'aurai des poissons en échange. Et ici, pour payer pour 2, pour aller chercher une carte, qu'importe le prix, au niveau du marché. Alors globalement, on va avoir le même type d'icône qui revient, donc c'est pas très compliqué dans les règles. Simplement, vous voyez un petit peu les objets spécifiques qu'on retrouve ici qui n'ont pas encore été expliqués. Il y a par exemple ceci. Ceci, ça permet de faire une ville, transformer la colonie en ville. Et bien, ce genre de carte-ci qui me permettra de placer donc un petit pylône, donc une ville sur un petit rond, une colonie que l'on aurait déjà avant, en payant une ressource de chaque pour toucher 6 points de victoire, c'est énorme au niveau du jeu, et 2 sous. On va avoir des possibilités de construire sur les sites spécifiques en plaçant des petits cubes ainsi. On le place sur le site que l'on veut. Ici, on va payer de l'argent plus 1 à 5 ressources différentes pour toucher des points de victoire selon le nombre de ressources différentes que l'on aurait placées. Et donc, on pourra placer. On voit qu'il y a 2 symboles. Ça veut dire qu'ici, on pourra placer qu'au maximum 2 petits carrés de construction qui seront placés ainsi. 3 pour le colosse et 5 pour les pyramides. On a des cartes qui me permettent de valoriser le fait d'avoir construit des entrepôts précédemment, par exemple en plaçant ainsi un petit bonhomme. Et on va alors toucher de l'argent selon le nombre d'entrepôts que l'on a sur le jeu et le nombre de villes. Et donc si le jeu a tourné avec beaucoup de construction de villes parce que les cartes de construction de villes sont arrivées très tôt, eh bien directement ces cartes-ci vendront plus au niveau d'un achat que si les villes ne sont pas arrivées, que les entrepôts ils sont partis dans la défausse. Et donc ça va changer systématiquement votre manière de jouer. On touche des ressources. Alors il y a des cartes comme ici qui vont me permettre de valoriser le fait qu'il y ait des liaisons qui soient faites entre les divers endroits où je vais payer de 1 à 10 ressources selon le nombre d'endroits reliés, donc de colonies ou de villes reliées. Chaque colonie qui est reliée vaudra 1 point de victoire et chaque ville en vaudra 2. Ici il y en a 2, je dois payer donc 2 ressources pour avoir 3 points de victoire. Quand le jeu se développe et que tout devient relié, ça rapporte énormément, bien que ça coûte aussi en ressources. Donc il faut savoir aller chercher des ressources pour les dépenser dans autre chose. Celle-ci, qui est le chercheur de gemmes, est très intéressante au niveau du jeu parce qu'elle se joue en 2 fois. La première fois qu'on la joue, on va payer 1 sou par bonhomme que l'on va coucher, qu'importe l'endroit où il se trouve. Donc ici j'en couche 4, je paye 4. Cette carte-là va dans ma défausse. Quand je la rejouerai depuis ma main, donc je l'ai récupérée, je vais pouvoir enlever tous les bonhommes couchés du jeu et chaque bonhomme enlevé vaudra 3 sous. Ce qui est surtout intéressant, c'est que tant qu'ils sont couchés, aucun autre joueur ne peut l'utiliser, ne peut l'enlever du jeu. Donc ça les bloque, ça les oblige à enlever des bonhommes ailleurs. On va toujours chercher à retirer un bonhomme là-bas où on a un intérêt de jouer une carte pour aller prendre la place, mais aussi pour empêcher quelqu'un
d'aller le faire. S'il n'y a plus de bonhommes parce que j'en ai enlevé un qui sont adjacents au blé, eh bien les gens qui joueraient fermier ne peuvent plus aller chercher du blé. Ils doivent le mettre à un endroit comme ici, ici, là, là, là ou là. Vu qu'ils n'ont pas d'autre option, il y a déjà des bonhommes. On ne peut pas s'appuyer sur ceux qui sont couchés, donc on va uniquement utiliser les bonhommes présents dans le jeu. Donc très intéressant cette gestion-là de récupérer les bonhommes sur le jeu. Il y a des cartes qui vont vous demander de déplacer des bonhommes qui seraient présents d'une zone à une autre pour gagner des points de victoire selon l'endroit que vous allez visiter, le nombre de zones que vous allez traverser. Vous avez des cartes comme Pharaon qui me permettraient, hop, je vais l'enlever ici, de placer un homme là-bas où il y a une ville, mon Pharaon, et il va se déplacer en suivant la route, et selon le nombre de cases qu'il va traverser, il va gagner des points de victoire. Il y a donc moyen de faire des blocages. Si un joueur sait qu'un autre a la carte de Pharaon en main, eh bien il ne va pas laisser une ville libre. Ainsi, le joueur qui joue Pharaon ne sait pas placer son départ de Pharaon sur une ville, vu qu'il n'y en a plus actuellement dans le jeu. Il doit attendre d'abord qu'il y ait une création de ville, qu'il n'y ait pas de bonhomme dessus pour savoir traverser et aller jouer Pharaon. Donc il y a plein de petits blocages très intéressants. Une carte super utile aussi, ici, qui me permet de recopier la dernière carte jouée dans ma défausse. Donc refaire une deuxième fois l'action d'une carte sans devoir récupérer la main. Et il y a enfin le bridge qui me permet alors de construire un pont au-dessus du canal. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas de crocodile de l'autre côté. Hop, je l'enlève. On ne peut jamais construire s'il y a un crocodile. Permettrait ainsi de construire comme ceci depuis un bâtiment, vu qu'on part systématiquement sur un bâtiment ou dans la prolongation d'une construction. Donc j'aurais pu très bien le mettre ici aussi. Ou si j'avais une construction qui ne va pas vers un bâtiment, j'aurais pu traverser comme ceci. Je paye toujours les ressources telles qu'elles sont indiquées d'un côté ou de l'autre. Donc je paye les ressources selon l'endroit où je me place. N'oubliez pas, quand vous placez une route, vous devez toujours payer les ressources selon une des deux cases sur laquelle se trouve la route. Et ça me permettra alors d'avancer. Viennent ensuite les cartes de fin, où on retrouve des cartes un petit peu plus spécifiques, comme le grand bridge, qui coûte beaucoup plus cher, vu qu'il faut payer 5 sous plus une ressource de chaque. Il n'y en a que 2 dans le jeu qui me permettent alors de traverser aussi le canal, mais en touchant 12 points de victoire. Et le palais, qui alors me permet de placer ce bâtiment en or, qui va être placé sur un endroit où il y a une ville, coûte aussi 6 ressources pour 15 points de victoire. Il n'y a que 2 palais, il n'y a que 2 grands bridges, ça veut dire que maximum dans le jeu vous le ferez 2 fois. En même temps, vous arrivez sur ces cartes-là sur la fin du jeu, ça veut dire que quand elles apparaissent accessibles, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient apparues simplement là au-dessus, il faut qu'elles descendent, et donc il y ait des numéros supérieurs à 120 et supérieurs à 118 qui arrivent, il n'y a que les 4 cartes de fin, vu que c'est 122, 124, 126 et 128 qui arrivent, qui sont les 4 cartes de calamité, qui permettront de glisser ces cartes-là accessibles, donc elles arriveront systématiquement dans les dernières disponibles. Donc les faire 2 fois risque d'être difficile, mais possible avec des cartes comme le papyrus qui permet de recopier la dernière carte que vous avez jouée. Évidemment, ça se prépare, ça se prévoit, il faut savoir placer tout ceci. Et puis donc arrivent ces 4 cartes de fin, qui vont donc être placées au final comme ceci. Et quand un joueur se retrouve en n'ayant plus de possibilités dans sa main parce que toutes les cartes qu'il a jouées qui permettaient de rapporter des points de victoire, ben c'est terminé, il ne peut plus rien faire d'autre, les ressources en trop ne sont pas utiles en fin de jeu, il va pouvoir prendre une de ces cartes-ci pour signifier qu'il a terminé sa partie. Le premier qui arrête va donc prendre 10 points de victoire, le deuxième 6 points, le troisième et le quatrième n'auront plus de points de victoire. Donc parfois, il vaut mieux s'arrêter alors qu'on sait encore faire des actions qui vont rapporter des points de victoire, simplement parce qu'on va en récupérer 10 en une seule fois et surtout on va leur tirer aux voisins. Donc cette gestion-là est aussi importante de bien pouvoir gérer sa fin de jeu, les derniers points de victoire qui vont permettre de faire le dernier petit coup pour avancer. On va terminer ainsi entre 70 et 90 pour une première partie, on va dire. Et puis il y a peut-être moyen, en gérant encore mieux sa main, ou en ayant une belle combinaison, ou en ayant des joueurs qui vous laissent faire un petit peu plus, d'arriver à terminer les 100 et peut-être 110, 115. Mais ça nécessite beaucoup plus de gestion. C'est différent à 5, à 4, à 3. Il y a plus de tension quand les cartes tournent et quand c'est le temps de récupérer sa main, de refaire son action. Par contre, le plateau de jeu va chaque fois varier. Vu qu'on ne va pas construire de la même manière, on ne va pas aller au même endroit, on ne va pas avoir les mêmes ressources, on ne va pas être le même joueur, on ne va pas avoir les mêmes cartes ici. Et donc, parfois on va jouer avec beaucoup de villes, parfois on va jouer qu'avec des colonies, parfois on va mettre des entrepôts partout qui vont être super rentables et parfois il n'y en aura aucun. On va avoir des parties sans aucune construction dans les lieux de site et puis d'autres où ils seront tous complètement faits.
avec ou sans des crocodiles enlevés partout. Franchement, très agréable à ce niveau-là parce qu'il y a une grosse rejouabilité et des parties complètement différentes selon la manière dont les cartes vont sortir. Donc on ne peut pas dire tiens, mon plan de jeu ça va être de prendre cette carte là, cette carte là et cette carte là parce qu'en fait on ne sait pas si elles vont être disponibles cette partie-ci, on ne sait pas si elles seront là tôt, tard, et évidemment des cartes qui sont plus utiles en début de jeu comme l'ermite par exemple, qui permet d'aller récupérer des points de victoire en plaçant son bonhomme partout, ou de l'argent qui est très utile rapidement. Bien, quand ça arrive plus tard dans le jeu, un ermite, quand il n'y a plus de possibilité de placer son bonhomme adjacent à rien d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est donc une belle grande réussite que Fayum, peut-être au niveau graphique, peut mieux faire, un petit peu autre chose que des petits cubes et des petits pions en bois. C'est un style, c'est voulu, ça plaît ou ça ne plaît pas, qu'importe. Moi, c'est le plaisir de jeu qui m'intéresse dans Fayum et là-bas, il est vraiment très grand. Voilà, vous connaissez maintenant Fayum. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu et vous abonner. Pour le reste, maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!